RTNC, la grande édition du journal. Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus à Kemina, dans le Holomami. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 26 novembre. Le royaume chérifien devient le berceau de cette Afrique qui change, investit, crée des emplois et se réinvente. Des projets transafricains s'affirment et des partenariats durables se nouent au forum BAD à Rabat. La RDC fait valoir sa place. Le football, au-delà du sport, une vitrine du pays à l'heure des grandes compétitions. Les Léopards Business Village Expo Cannes 2025, c'est un site qui va projeter l'image d'une RDC culturellement riche, économiquement attractive et résolument prête pour le rendez-vous du donner et du recevoir. Des ravins géants menacent Kinshasa. Dans plusieurs communes, les crevasses engloutissent des maisons et si rien n'est fait, des quartiers entiers disparaîtront. Le ministre des Infrastructures s'en va en guerre contre le fléau et lance des travaux anti-érosifs. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. À la Cité de l'Union africaine, le président de la République a conduit une réunion restreinte du gouvernement réunissant uniquement les ministres clés, notamment ceux en charge de la défense, de l'intérieur et de la santé, la situation sécuritaire dans l'est du pays et la périphérie de Kinshasa, l'examen de projets de loi dont la prorogation de l'état des sièges et bien d'autres ont été passés en revue. Regardez. Conformément à l'article 54 de la Constitution, le président de la République, chef de l'État, a présidé ce mardi 25 novembre 2025 à la Cité de l'Union africaine la troisième réunion restreinte du gouvernement. À l'ordre du jour, la communication du président de la République, les différents points d'information, mais aussi l'examen et l'adoption de textes. Le président de la République est revenu principalement sur la situation sécuritaire à la fois dans l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans la partie ouest, spécifiquement dans la périphérie de Kinshasa avec le phénomène Mobundo. Il a à ses propos instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et celui de la Défense à prendre toutes les dispositions qu'il faut pour maintenir les dispositifs de sécurité et s'assurer de la protection de nos populations. Au chapitre de points d'information, successivement, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a fait le point de la situation opérationnelle. Il a été précédé par la vice-ministre représentant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui à son tour a brossé l'État et l'administration du territoire, et le ministre de la Santé, clôturant ces points, est revenu sur la fin annoncée, ou l'annonce qui sera faite dans le prochain jour de la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola constatée dans la province du Kasaï. Au titre d'examen et d'adoption de textes, les ministres d'État, ministres de la formation professionnelle, représentant le ministre d'État, ministre de la Justice en mission, a présenté le projet de loi portant prolongation de l'état de siège, prenant cours à partir du 3 décembre 2025. Après débat et délibération, la réunion du Conseil restreint a donc adopté ces projets de loi. Commencé à 17h précise, cette réunion s'est terminée à 18h30. Et le président Félix Tshisekedi a reçu hier à Kinshasa une délégation de Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins, conduite par sa directrice exécutive Sania Nishta. À l'issue de cette rencontre, un investissement historique de 2,2 milliards de dollars américains en faveur de la RDC a été confirmé, accompagné du lancement d'une vaste campagne de vaccination contre la rougeole et la roubeole. Regardez. En accédant au bureau du chef de l'État, la directrice exécutive de Gavi et toute sa délégation sont venus apporter au chef de l'État une bonne nouvelle qui devrait sauver plus de 50 millions d'enfants congolais âgés de 9 à 14 ans. C'est l'organisation Gavi et l'Alliance Gavi avec tous ses partenaires. Et nous sommes venus ici aujourd'hui pour réaffirmer notre appui au gouvernement congolais parce que Gavi la RDC est le troisième plus grand portefeuille de Gavi qui a investi 2,2 milliards de dollars depuis toutes ces années ici en RDC. Aussi le plan Machako du gouvernement convient
Et aussi, donc on félicite la RDC pour cela, pour le contrôle de l'Ebola. Et on veut féliciter le président et le gouvernement également pour la taxe de 2,6% qui a été imposée pour la couverture de santé dans ce pays-là. Et on aimerait vraiment renouveler notre support et également parler du plan de transformation de Gavi qui est vraiment aligné sur la vision du gouvernement. Cette campagne prévue du 27 novembre au 1er décembre 2025 se déroulera sur l'ensemble du territoire national. C'est la plus grande campagne de grande envergure jamais réalisée ailleurs. Basée à Genève, le groupe Gavi est une organisation issue des partenariats publics-privés des droits suisses. Elle œuvre dans plus de 100 pays dans le monde, dont 44 pays africains. La RDC reste l'un des plus grands partenaires des Gavi avec un budget de plus de 2 milliards de dollars américains. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, Rabat devient aujourd'hui la capitale des investissements en Afrique sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Décideurs, investisseurs se mobilisent pour transformer l'économie du continent. Pour la République démocratique du Congo, c'est l'occasion de briller sur la scène internationale et de nouer les alliances stratégiques durables. Notre envoyé spécial à Rabat, Cédric Kenina, nous fait revivre en direct les temps forts et les annonces de ce grand rendez-vous. Combler les fossés, mobiliser les capitaux privés pour libérer les potentiels de l'Afrique, eh bien, c'est autour de ces thèmes que gravitent les échanges et réflexions au forum sur les investissements en Afrique qui se tient présentement à Rabat, où nous sommes ici au Maroc, organisé par le groupe de la Banque africaine de développement et les partenaires fondateurs de l'AIF, y compris Afrexim Bank, la Banque islamique de développement ainsi que d'autres partenaires. Ces forums se veulent une plateforme pour faire proposer, propulser en même temps les opportunités bancables et en vue d'impulser une Afrique qui visiblement émerge dans toutes les dimensions possibles et à travers un leadership commun pour réduire significativement les déficits des financements en capitalisant évidemment la donne démographique en force économique, comme l'a si bien reconnu du haut de la tribune le président du groupe de la Banque africaine de développement, le Mauritanien Sidi Ould Ta, dont les propos ont été confortés et relayés par la ministre du Royaume chérifien en charge de l'économie, Fita Alaoui. Eh bien, dans les travaux en panel, plusieurs projets d'intégration régionale et africaine ont été passés au peigne fin, dont celui du corridor de Lobito qui concerne la République démocratique du Congo, l'Angola, y compris la Zambie. Eh bien, de fil en aiguille, un accent particulier a été mis sur la nécessité d'une réforme en profondeur de l'architecture financière en Afrique pour évidemment arriver à mobiliser dans les jours à venir les 4 000 milliards de dollars pour atteindre les objectifs de développement durable et arriver à élargir également la base de la qualité des financements des projets de développement et des politiques de développement. Depuis Rabat au Maroc, Cédric Kenina pour le compte de la radio-télévision nationale congolaise. Merci Cédric. Nous allons rester au Maroc avec le programme de désarmement, de démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS qui a conclu un protocole d'accord stratégique avec le Centre international de recherche sur la prévention des enfants soldats. La signature est intervenue lors de la mission officielle du coordonnateur national du PDDRCS, Jean de Dieu Désiré Ntanga Ntita, à Dakla, Peggy Mukunda.
La République démocratique du Congo, à travers son programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS, vient de signer un protocole d'accord stratégique avec le Centre international de recherche sur la prévention des enfants soldats, CIRPES. Signature qui a eu lieu entre le directeur général de CIRPES, Abdelkader Filali, et le coordonnateur national du PDDRCS, Jean de Dieu Désiré Ntangatita, lors du séjour officiel de ces derniers au Royaume du Maroc. Ce protocole d'accord prévoit le développement des programmes conjoints de recherche, la formation des cadres et experts, l'analyse scientifique des dynamiques des conflits impliquant les enfants, ainsi que la diffusion internationale de connaissances et bonnes pratiques issues de l'expérience congolaise. Il ouvre également la voie à une coopération élargie entre les structures placées sous la tutelle du PDDRCS et les institutions partenaires de CIRPES. La RDC porte une responsabilité majeure dans la protection des enfants affectés par les conflits armés, d'où cette collaboration internationale renforcera davantage les outils nécessaires à la prévention du recrutement des enfants, a signifié le patron du PDDRCS au directeur général de CIRPES, qui, à son tour, a salué l'engagement du PDDRCS et a reconnu son rôle central dans l'élaboration des solutions africaines adaptées aux réalités des enfants touchés par les violences. Restons au Maroc, où la République démocratique du Congo a réaffirmé ses ambitions industrielles lors du Congrès international des mines à Marrakech. Aux côtés des grandes nations minières, le pays a mis en avant son rôle stratégique dans la transition énergétique mondiale en valorisant les ressources en cobalt, lithium et nickel. Occasion pour le directeur général du CESC, Freddy Mwambakanikou, de saluer cette vision du chef de l'État, Nadine Foutouka. Ce congrès international de mines aura été une opportunité pour la République démocratique du Congo de se positionner comme géant dans l'industrie minière. Le pays regorge en effet plusieurs métaux stratégiques dont le monde a besoin pour son industrie. La RDC tient à la traçabilité de ce minerai grâce à des technologies innovantes. Le directeur général du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales, Freddy Mwambakanikou, est revenu sur l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le développement de l'industrie minière congolaise. Vous savez, la logistique est un élément intégrateur, est un élément important qui permet justement à un pays de pouvoir bénéficier des effets de la production interne. Et ce n'est pas un secret, vous savez que la République démocratique du Congo regorge une quantité importante de minerais stratégiques qui sont réclamés à travers le monde. Et à ce jour, nous sommes en train de travailler pour que le port de Banana, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de mettre en place, soit opérationnel, et les autres corridors, notamment le corridor de l'Obito, qui pourra faciliter la logistique en République démocratique du Congo. Le CEC a tant profité de l'expérience marocaine pour valoriser ses ressources. Revenons au pays. Selon le rapport annuel 2025 des journalistes en danger GED, 80% des assassinats des journalistes surviennent à l'est du pays, une zone sous influence du mouvement armé comme le M23 et l'AFC. Au sortir d'une rencontre avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, le président de GED, Tchivis Tuvoidi, a mis fin aux mauvaises interprétations du rapport et réaffirme la gravité de la situation. Gaëtan Magalano. Une délégation de journalistes en danger chez le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement pour le présenter le rapport annuel 2025 de l'organisation ainsi que les conclusions de la mission effectuée en Suède où a été décerné le prix de la liberté de la presse à l'organisation GED. Nous avons été heureux d'entendre du ministre sa disposition, qu'il était tout à fait disposé à pouvoir nous accompagner dans cette nouvelle dynamique qui va commencer dans notre pays, les dynamiques de la paix, pour lesquelles on aura besoin de l'accompagnement des médias pour permettre à ce que le processus de normalisation de notre pays, le processus de paix et de restauration de la sécurité de l'autorité de l'État puisse être effectif. Et pour cela, on aura besoin des médias non seulement comme gendarmes
des engagements qui seront pris dans ces accords, mais aussi comme des acteurs de paix. Réagissant à certaines interprétations jugées biaisées du rapport annuel, le président de l'organisation GED a clarifié le donné contenu dans le document. Je pense que c'est une mauvaise lecture qui est faite d'ailleurs intentionnellement. Il suffit simplement de lire l'intitulé de notre rapport. Il se focalise sur l'Est du pays où nous pensons qu'il y a eu des crimes de guerre graves qui ont été commis contre la presse et où nous dénonçons toutes les attaques, les destructions massives, les assassinats qui ont été commis. Aujourd'hui, dans notre rapport, il est très clair que 80% d'attaques, 80% d'atteintes que nous avons enregistrées, ça se fait à l'Est du pays, l'Est qui est sous contrôle des rebelles que nous connaissons et qui avec les appuis que nous connaissons. Donc, Chivichi Voisdi a rappelé la résilience de GED malgré la rareté de ressources. À Kinshasa, la lumière revient pour des milliers de patients. Le ministère de la Santé a lancé à la clinique Ngaliema une campagne gratuite d'ophtalmologie en partenariat avec la Fondation Albassar et ACBTP dans l'objectif d'offrir des soins de qualité aux malades oculaires grâce à une technologie de pointe. Angèle Mabeladondou et Rigen Shindano. Dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, programme phare du social du président de la République, la clinique Ngaliema a servi des cadres pour le lancement officiel de la campagne médicale gratuite dédiée à l'ophtalmologie. Initiative de la Fondation Al-Bazar International en collaboration avec le ministère de la Santé publique et des Affaires sociales qui ambitionne d'offrir des soins de qualité contre la cataracte et d'autres maladies oculaires grâce à une technologie de pointe. Cette opération humanitaire vise à redonner la vue à des milliers de Congolais qui, par faute de moyens, n'ont souvent pas accès aux soins spécialisés. Mais sur le terrain, quelques défis persistent. Les interventions chirurgicales pourraient accuser un léger retard à raison des exigences douanières entourant l'acheminement de médicaments. Une situation que regrette Anifa Tézine, l'une des bénéficiaires rencontrées sur place. Nous sommes seulement un peu inquiets par le fait qu'on nous a informé que les médicaments sont au niveau de la douane, sont bloqués au niveau de la douane. Et les médecins, ils sont là, leur séjour, c'est limité, c'est seulement 6 jours. Ils ne peuvent rien faire sans la présence de ces médicaments-là. Roger Kongominga, médecin directeur de la clinique Ngaliema, salue cette campagne qui représente un espoir pour de nombreuses personnes. Ça va se passer pendant, je pense, 3 jours. Ils vont opérer le vendredi, le samedi et le dimanche. Mais le recrutement de patients par des consultations, c'est déjà fait et continue encore à se faire pour la journée d'aujourd'hui et la journée de demain, ensemble avec les ophtalmologues de la clinique Ngaliema, pour que nous puissions effectivement nous rassurer que les soins qui sont donnés dans ce cadre sont des soins de qualité. Abassi Saïdi, point focal de la Fondation Al-Bazar, rappelle les autorités compétentes à intervenir afin de faciliter l'arrivée des produits pharmaceutiques destinés à cette initiative. Nous avons écrit au ministre des Finances. Je pense que le dossier évolue, mais nous demandons à ce que toutes les autorités s'impliquent pour que les médicaments soient exonérés le plus vite possible. Durant plusieurs semaines, des équipes médicales venues du Soudan, du Nigeria, du Pakistan et d'Afrique du Sud vont se relayer à Kinshasa, la capitale, avant de sillonner d'autres provinces du pays du 26 novembre au 1er janvier prochain. À Durban, en Afrique du Sud, lors de la réunion du comité exécutif du forum parlementaire de la SADC, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bojé Sangara, a livré une mise au point diplomatique majeure. Face à ses homologues, il a clarifié les causes réelles de l'insécurité à l'est de la RDC tout en réaffirmant l'engagement du pays dans les processus régionaux pour une paix durable. Il a également souligné le rôle central de la diplomatie parlementaire pour soutenir les efforts du chef de l'État en faveur de la stabilité nationale. On écoute le président de la Chambre haute basse du Parlement. Malgré les cessez-le-feu librement consentis par les deux parties, les forces de défense rwandaises et les M23 n'ont pas cessé de mener des attaques sur des axes connus comme étant des routes vers les sites miniers stratégiques. C'est le lien que nous dénonçons toujours entre cette invasion des forces rwandaises et l'exploitation illicite de nos minéraux à l'est de notre pays. Donc cette situation appelle la SADC à beaucoup de vigilance, notamment de notre part, nous parlementaires qui représentons les peuples de notre communauté.
s'il y a aujourd'hui un processus de Washington, c'est uniquement parce que le Rwanda refuse d'honorer ses engagements. Le Rwanda avait boudé la dernière réunion qui était organisée sous les auspices du président angolais, qui avait travaillé pendant longtemps pour que nous puissions trouver un compromis de paix. Mais malheureusement, le président Kagame a voulu ne pas se présenter. Alors, une recommandation dans le sens d'encourager le Parlement de la SADC à déployer ses efforts diplomatiques pour mettre la pression sur le Rwanda afin qu'il respecte ses engagements issus du processus que je viens de décrire, mais aussi en respect de la résolution 2773 des Nations Unies du Conseil de sécurité qui avait demandé au Rwanda de se retirer sans condition du territoire congolais. En tournée de vulgarisation de la réforme de l'administration publique, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, poursuit sa mission à travers les provinces. En séjour à Bunia, depuis hier, Jean-Pierre Liaou a sensibilisé les fonctionnaires de l'État sur les régimes spéciaux de sécurité sociale gérés par la SENSAP. Nadine Kilocho, Cédric Enina Moke-Maluma. À Bunia, l'État marque sa présence autrement. La réforme de l'administration publique s'est invitée au cœur de l'Ituri, dans une province souvent citée par ses défis sécuritaires. Cette fois, c'est une dynamique de reconstruction institutionnelle que le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, est venu porter dans une démarche de proximité et de pédagogie. Le président de la République nous a demandé d'accorder une attention particulière aux services publics, aux administrations et à la population de manière générale, vivant dans les zones qui sont secouées par des turbulences d'ordre sécuritaire. Et ici, à travers les institutions du président de la République, nous voudrions démontrer à la population itourienne en particulier que le gouvernement n'a pas oublié Ituri. Le patron de la fonction publique a exposé les innovations d'une réforme jugée historique, maîtrise des effectifs, fin des unités non budgétisées, sécurisation de la carrière des agents publics et surtout l'élargissement du régime spécial de sécurité sociale aux militaires, policiers et ayants droit. La nouvelle loi instaure ces principes de vacances de poste préalable avant tout recrutement, lequel poste doit être organique et budgétairement prévu. Ainsi, nous avons mis fin au phénomène abject que celui du phénomène innu. À partir d'aujourd'hui, le phénomène innu, c'est en Ituri, zone opérationnelle, ce discours prend une résonance particulière. Il s'agit moins de promesses que d'engagements concrets, traduits par des textes de loi déjà promulgués et des dispositifs en cours de déploiement. C'est une réforme qui ne se limite pas au bureau de Kinshasa, mais qui s'installe dans les coins les plus reculés du pays. Et dans sa mission d'assainir le secteur de la sous-traitance en République démocratique du Congo, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé à respect intensifie son contrôle de conformité auprès des grandes entreprises. Ce mercredi, RTL Congo et l'entreprise Crexet ont été au centre d'une série d'échanges axés sur le respect des recommandations et la promotion des entrepreneurs congolais dans la chaîne des valeurs. Joël Makela. De la proclamation à l'exécution, le contrôle de conformité lancé par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kachal-Katem, se poursuit avec le même élan. En effet, le directeur général, Miguel Kachal, et sa délégation ont eu, ce 26 novembre 2025, une séance de travail avec le directeur général d'RTL Congo, Djibril Tobé, et ses collaborateurs pour examiner la mise en œuvre des recommandations données il y a 2 ans et faire le point sur le contrôle de conformité en cours. Le DG Djibril Tobé promet de travailler pour se conformer aux exigences de la loi sur la sous-traitance. L'objectif pour nous, c'est que nous travaillons pour arriver à une conformité à 100%. De son côté, le directeur général Miguel Kachal a mis en exergue les points clés de sa visite. Nous sommes venus pour voir les recommandations qui ont été faites et les obligations après la signature des guides sectoriels. Nous sommes sur le terrain pour matérialiser cette vision du chef de l'État et soyez-en sûrs que nous allons y parvenir. Toujours dans le cadre du contrôle de conformité, le DG de l'ARSP a dans la même journée visité l'entreprise Crexet évoluant dans le secteur des travaux publics et des infrastructures en RDC. La participation compétitive et active
des entrepreneurs congolais dans la chaîne de valeur des activités de cette entreprise devrait être de stricte observance. Tel est le message de Miguel Cachel au responsable de Grec 7. Le ministre Alexis Guissaro a inspecté le quartier royal pour dresser un état des lieux du patrimoine immobilier de l'État, une initiative visant à protéger et à valoriser les biens publics dans l'un des quartiers les plus stratégiques de Kinshasa. Erudis Kitutu Moudiri. Après plusieurs séances de travail sur l'état des lieux du patrimoine immobilier privé de l'État, l'heure est à la descente sur terrain. Le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Alexis Guissaro Mouvouni, qui avait à ses côtés le directeur en charge de la gestion immobilière, a visité les villas et immeubles en partenariat public-privé en location. Cette ronde a débuté au croisement des avenues de Forces armées et de la Gombe, où plusieurs habitations ont été visitées. Puis s'est poursuivi dans d'autres sites du quartier Royal et Batetela. Il se dégage de cette visite que le constat dans certains sites n'est pas satisfaisant en ce qui concerne le partenariat public-privé, notamment le non-respect des contrats, la lenteur dans l'exécution des travaux, ce qui constitue un manque à gagner pour l'État congolais. Dans un ton ferme, le ministre d'État Alexis Guissaro a insisté sur le respect des clauses et planning des travaux. Cette descente vise aussi à combattre le phénomène de spoliation des propriétés privées de l'État. Une commission ministérielle mixte, justice, urbanisme et habitat et affaires foncières est mise en place pour traiter les dossiers litigieux dans ces secteurs. Cette inspection constitue la première phase pour la commune de la Gombe. La prochaine étape s'étendra vers les autres quartiers tels que Croix-Rouge et Clinique. Nous vous l'avions dit en titre, Kinshasa fait face à un fléau qui menace des milliers de vies. Les ravins envahissent la capitale. Ce matin, le gouvernement a lancé une opération d'envergure d'urgence pour enrayer ce danger, dirigé par le ministre des Infrastructures, John Banza, avec le soutien des équipes de l'OVD. Eric Abamba, Robert Kalemba nous en livrent les détails. Le gouvernement central, sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé une vaste opération de lutte contre les érosions qui menacent plusieurs communes de la capitale. Le ministre des Infrastructures, John Banza Lunda, accompagné du directeur général de l'OVD, Victor Tumbachikela, a donné le coup d'envoi des travaux sur 5 sites considérés les plus critiques. Il a rappelé que cette action traduit l'engagement du chef de l'État à protéger les populations et à mettre fin à un phénomène qui a déjà détruit de nombreuses habitations. Nous continuons à travailler pendant la saison des pluies et nous continuons à prendre nos responsabilités pour protéger la population. Nous avons aujourd'hui lancé les travaux de 5 sites érosifs et avec l'Office de voirie et de drainage qui avait effectué les études. Et aujourd'hui, le gouvernement central a débloqué les moyens pour que nous puissions protéger nos populations. Nous sommes sur site pour dire à la population que le président de la République est toujours à ses côtés. Les interventions ont débuté sur l'avenue Matondo dans le quartier Kingu à Selembao, près de l'UPN, où l'entreprise Polychanda travaillera durant 24 mois. Le ministre a ensuite lancé les travaux sur le site Ngamaba à Mongafula, menaçant la cité Mama Mobutu confiée à Hong Feng SARL. Le cortège s'est rendu à la colline inspirée de l'Unikin au site Kogelos et Tchad pour la réhabilitation de la bouche du campus universitaire avant de clôturer au site Kassavubu dans la commune de la Sélé. Au moment où la RDC cherche à renforcer son influence touristique sur la scène internationale, un nouvel outil majeur vient de voir le jour. Le Léopard Business Village Expo Cannes 2025, un site pensé comme une véritable vitrine nationale destinée à projeter au-delà du football l'image d'un pays culturellement riche, économiquement attractif et résolument tourné vers le monde. Le projet de cette ambassade touristique a été présenté par le ministre Didier Mazenga au cours d'une conférence de presse animée hier à Kinshasa, William Tunakova. En prélude à la participation des Léopards à la Cannes Maroc 2025, la République démocratique du Congo, cœur de l'Afrique, active sa diplomatie agissante pour promouvoir les secteurs du tourisme,
travers de cette vitrine de visibilité internationale. C'est dans cette optique que le ministre Didier Mazenga Mukanzu a procédé mardi 25 novembre 2025 à Fleuve Congo Hotel à Kinshasa au lancement officiel d'un projet ambitieux dénommé Projet Léopard Business Village Expo Cannes 2025 en partenariat avec les think tanks RDC Stratégie. Le concept Léopard Business Village Expo Cannes 2025 est conçu sous forme d'une ambassade éphémère établie à Rabat. Pendant cette compétition sportive devant permettre à la RDC d'être une destination touristique phare et prisée. Bodom Matungulu des think tank RDC Stratégie a quant à lui présenté ses projets sur le plan technique devant le participant dont le membre du conseil d'administration de l'ONT et un parterre de journalistes. Pour sa part, Rachid Agassim, ambassadeur du Royaume du Maroc en RDC, a informé l'opinion du lancement de l'application officielle Yala, une plateforme unique permanente à télécharger pour faciliter les demandes de visa et l'obtention du Fan ID obligatoire pour acheter les billets et accéder aux fan zones. Cette cérémonie inaugurale s'est clôturée non seulement par la coupure symbolique du ruban, suivie du dévoilement de la maquette du village Expo Cannes 2025 dans une ambiance de convivialité, une surprise lui réservée au sortir de cette conférence de presse. Je vous emmène au centre de la République démocratique du Congo où les travaux de modernisation de l'aéroport de Lodja progressent à bon rythme. Des passages sur le site, Jean-Charles Okoto, président du conseil d'administration de la MIBA, a lancé un appel à la population pour décourager le vol de carburant qui pourrait retarder les travaux. Dans le même élan, il a également posé la première pierre de la construction d'une morgue, un projet offert par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, destiné à renforcer les infrastructures sanitaires de la ville. Robert Ndaye Tshisekedi. Jean-Charles Okoto Lakombe, figure emblématique du patriotisme congolais et député honoraire, s'est rendu dans le Sankourou natal pour sensibiliser la population sankouroise et de Lodja sur les enjeux cruciaux pour la province du Sankourou. Voyage qui s'inscrit dans un contexte où la menace de la balkanisation pèse à l'est du pays et les actes d'agression posent de réels défis à la stabilité nationale et locale. Je l'avais dit, de mon vivant, Lodja ne tombera plus jamais. Là, je suis venu également pour vous renforcer, vous dire que nous devons être très vigilants et surtout pour la jeunesse. Un carnaval motorisé l'a escorté jusqu'au lieu du meeting. Celui que la population appelle Ngao a exhorté les Sankourois à être derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et s'est mobilisé pour défendre le Sankourou contre toute forme de menace extérieure. Comme en 1998, Jean-Charles Okoto s'élève pour inviter la population à se réapproprier leur rôle actif dans la protection du pays. Il est à Lodja aussi pour la concrétisation de la promesse du chef de l'État dans la conservation des dépouilles. Jean-Charles Okoto a posé la première pierre pour la construction d'une morgue moderne pour la population du Sankourou. Le travaux de la modernisation de l'aéroport de Lodja évolue à pas de géant. Une promesse ferme du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la population du Sankourou. Comme en 1998, Jean-Charles Okoto Lakombe appelle à une vigilance accrue afin de préserver la cohésion sociale. Partout où il est passé, c'est la ferveur, signe que cette tournée de sensibilisation a atteint son objectif. En politique, à l'UDPS, la machine organisationnelle est désormais en marche. Le parti annonce la tenue de son congrès extraordinaire du 10 au 14 décembre prochain, une étape décisive pour son avenir. Cette grande messe politique devra doter la formation du président Félix Tshisekedi d'un statut rénové ainsi que d'un règlement intérieur actualisé en adéquation avec ses ambitions et les enjeux de l'heure. Alain Bikaï. Installé récemment par des décisions signées par le secrétaire général faisant office du président intérimaire Augustin Kabouya. Ces structures techniques se sont réunies le mardi 25 novembre pour arrêter des modalités pratiques et définir leur méthodologie de travail. La première commission est en charge de la rédaction du nouveau statut du parti. Son président, Joseph Kassongo Mukuta, a exhorté les membres
à travailler avec rapidité, rigueur, engagement afin de respecter les calendriers fixés. Il a également présenté les cadres méthodologiques qui guidera les travaux. De son côté, la commission chargée de l'organisation du congrès se prépare activement. Son coordonnateur, Rémi Massamba, a insisté sur la diligence dans le travail des sous-commissions pour permettre à la direction du parti de convoquer les congrès dans les délais prévus. Avec le démarrage de ces travaux techniques, la machine organisationnelle est désormais lancée. Le congrès extraordinaire de l'UDPS est annoncé du 10 au 14 décembre prochain. Une rencontre décisive qui devra doter les partis du président Félix Antoine Tshisekedi des nouveaux statuts en phase avec ses ambitions et ses enjeux actuels. Et pour mieux aligner la formation technique sur les exigences du marché de l'emploi, les inspecteurs principaux de l'enseignement technique ont été outillés sur les réformes fiscales en vigueur dans le cadre du système comptable OHADA. Anna Sezidumbo pour les détails. Les inspecteurs principaux adjoints itinérants du secteur de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté ont été formés sur les innovations introduites dans les secteurs de l'enseignement technique, commercial et gestion, avec un accent particulier sur la facture normalisée. L'objectif est de renforcer les compétences des inspecteurs sur les outils du système OHADA en vue de le mettre au diapason pour qu'il y ait adéquation entre la formation et l'emploi. Nous sommes un peu membres de l'OHADA. Quand les innovations, nous devons être à jour. Parce que les langages que nous utilisons dans notre enseignement technique commercial, c'est les mêmes langages qui sont utilisés dans les 16 autres pays membres de l'OHADA, surtout en rapport avec les impôts. De nos cités d'enseignement, d'asseoir les nouveaux programmes de la section commerciale et notamment en matière fiscale. Depuis lors, ce dont on parle, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui vient d'être promulgué par le président de la République et que la DGI va appliquer à partir de l'année 2026. Alors, puisque c'est ça les impôts qui seront d'application dans les pays, il est normal qu'on en parle déjà au niveau de l'enseignement. C'est pour toujours être, comme il l'a dit, en adéquation entre la formation et l'emploi. Il s'est dénoté que l'inspection générale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté attend étendre cette série de campagnes dans toutes les provinces éducationnelles de la République démocratique du Congo. Et la RDC veut plus de transparence dans l'exploitation de ses ressources pétrolières. Et c'est dans cette logique que le gouvernement vient de reconduire l'audit de la société Perenco pour une année supplémentaire. Les détails avec Erika Bomba. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akassa Banzoubou Lambongo, a présidé ce mercredi 26 novembre 2025 une importante réunion autour des activités pétrolières de la société Perenco en RDC. Cela fait bien longtemps que le gouvernement de la République s'est engagé avec un cabinet d'audit international qui a pour mission auditer toutes les activités de la société pétrolière Perenco en RDC. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akassa Banzoubou Lambongo, a annoncé la reconduction d'un an du contrat du cabinet Jantet et a ajouté qu'une task force mandatée par la République a été mise en place. Nous sommes effectivement mandatés pour assister le ministère des Hydrocarbures dans le cadre d'une assistance générale. Perenco est un opérateur historique de la République démocratique du Congo. Des satisfactions, demande quelques éclairages, mais en aucune façon il s'agit d'actionner quoi que ce soit à l'encontre de ce groupe. Notre tâche consiste à assister les personnes du ministère compétentes pour faire respecter les lois congolaises, notamment en matière d'environnement, en matière d'exploitation des hydrocarbures. Du côté de Perenco, leurs délégués qui ont pris part à cette importante réunion ont remercié la ministre d'État et ont rassuré le gouvernement pour cette collaboration et ont promis d'être disponibles pour toutes les discussions. Et la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, a lancé les travaux d'un atelier préparatoire pour la tenue prochaine de la conférence des gouverneurs à Kwilu. Plusieurs experts y prennent part. Jacques Ababa. Le bases sont jetés au ministère de l'Intérieur pour la prochaine conférence de gouverneurs dans le Kwilu. En prélude de 6 assises, la vice-ministre Eugénie Tshilakamba a lancé l'atelier d'évaluation de recommandations de la dernière conférence qui a réuni plusieurs experts venus de tout le quatre coins.
de la RDC. La deuxième personnalité de la territoriale a martelé sur la nécessité qui s'impose pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, surtout pendant cette période d'agression rwandaise. J'ai nourri l'espoir que chacun de vous, engagé dans ces travaux, s'emploiera avec détermination à répondre aux attentes légitimes de l'autorité suprême dans l'intérêt supérieur de la nation. Je tiens à encourager les secrétariats permanents pour les efforts déjà consentis dans l'organisation, permettant ainsi de poursuivre les concrétisations de la vision du chef de l'État. Je vous invite donc à mobiliser toute votre expertise et à faire preuve d'une grande objectivité pour que les conclusions de cet atelier reflètent fidèlement l'état réel d'exécution des recommandations de la 12e session. Après les lancements par la vice-ministre de l'Intérieur, ces assises vont se poursuivre en commission pour de propositions idoines, et avant la clôture. Et la question relative à la gestion des anciens combattants et la réhabilitation de l'hôpital des vétérans des FARDC situé à Kinshasa était au centre d'une rencontre entre le ministre délégué à la Défense, Eliezer Ntambwe, et l'ambassadeur des Émirats arabes unis accrédité à Kinshasa, Serge Merlamata. Les échanges entre les deux personnalités ont mis en relief l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays. L'amélioration des conditions de vie des anciens combattants était entre autres au menu de cette rencontre fructueuse, conscient du partenariat solide existant entre Kinshasa et Abu Dhabi. Les ministres délégués à la Défense nationale, chargés des anciens combattants, et les Etomboué n'a pas caché son optimisme pour la concrétisation du projet de réhabilitation de l'hôpital des anciens combattants actuellement en état de délabrement avancé, et ce, conformément à la vision des chefs de l'État, question de stimuler les militaires en activité. Visiblement satisfaits des échanges, les diplomates des Émirats arabes unis en poste en République démocratique du Congo a salué les efforts entrepris par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par l'entremise du ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants pour son implication dans les sociales de ceux qui ont servi sous les drapeaux, tout en confirmant dans les prochains jours une invitation pour une visite du ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants aux Émirats arabes unis. Les deux personnalités ont en outre abordé la question relative au partage d'expériences ainsi que celle des collaborations avec les Émirats arabes unis sur la gestion des anciens combattants des deux pays. Cette rencontre s'est clôturée par la remise d'un cadeau symbolique du diplomate des Émirats arabes unis accrédité en RDC au ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants, Eliezer Ntambwe. La cellule de coordination des notables Katangé remercie le garant de la nation pour le retour de Dani Banza au pays. Les membres de cette structure promettent un soutien total au président de la République, Gaëtan Magalano. Deux moments de joie et d'allégresse entre le membre d'une même communauté à la résidence du sénateur Dani Banza. Ok, merci. La cellule de coordination de notables Katanga ne cache pas sa joie de voir leur fils en bonne santé. Nous remercions beaucoup le chef de l'État ainsi que la première dame qui ont pu garantir son retour ici à Lubumbashi. Non seulement il est arrivé, et cet état de santé, cette garantie reste encore dans leurs propres mains. Si Dani Banza est encore ici à Lubumbashi, s'il est en vie, c'est-à-dire il est encore dans les mains de la famille présidentielle, plus précisément le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première dame, Denise Nyakeru, à qui nous rendons hommage et nous remercions beaucoup. Que Dieu soit loué pour cette cause. Désormais symbole de l'espoir et de la cohésion, le sénateur Dani Banza bénéficie du soutien total de toute la couche sociale du Katanga qui s'y
présent de cette exposition internationale sur l'huile de palme qui s'est tenue à Kuala Lumpur en Malaisie. Elle a réuni les principaux acteurs du secteur à l'échelle mondiale. La République démocratique du Congo a été représentée par la délégation de la plantation des huileries du Congo, marquant sa présence dans ce rendez-vous stratégique pour le développement industriel et l'exportation de ses produits. Yolande Voka pour le commentaire. Transformer aujourd'hui, valoriser demain grâce à l'innovation. C'est autour de ces thèmes que les milliers de participants et exposants venus du monde entier ont échangé lors de ces grands événements dédiés à l'huile de palme. L'édition 2025 de ces congrès et expositions internationales sur l'huile de palme, tenue à Kuala Lumpur, en Malaisie, a connu la participation de la République démocratique du Congo par l'entremise de Plantations et Huileries du Congo, premier producteur d'huile de palme du pays et acteur majeur du secteur agro-industriel africain. Pendant 3 jours, la délégation de PHC, dirigée par Monique Giskens, directeur général, accompagné de représentants des Couramo Capital Management, a mis en lumière les potentiels exceptionnels de la République démocratique du Congo dans le secteur agricole et en particulier dans l'industrie de l'huile de palme. Il était important de pouvoir porter à la connaissance du public malaisien, indonésien, de toute l'Assemblée, du monde entier, que le Congo en fait est le berceau de l'industrie de l'huile de palme, dans le sens que la variété qui est utilisée à l'échelle mondiale vient du Congo de Yangambi. On parle de la variété Yangambi qui est tellement connue. C'est une variété championne qui est utilisée dans l'industrie mondiale de l'huile de palme. Elle vient de la RDC, mais également il était important de pouvoir montrer que le rapport Mongana, qui est le rapport qui a été rédigé à Mongana, qui est dans la province de la Mongala, et en fait, ce rapport-là décrit les principes d'extraction d'huile de palme à échelle industrielle. Et ce rapport est considéré de manière, dans le monde entier, est considéré comme la Bible, ou bien un document de référence pour l'extraction d'huile de palme à échelle industrielle. Les opportunités sont immenses et la RDC se positionne comme la prochaine grande frontière pour l'huile de palme durable, prête à assumer pleinement ses ambitions. Revenons au pays, à Kolwezi. Le conseil communal d'Ilala a ouvert sa 4e session ordinaire de l'année. Une plénière présidée par Ludovic Carrage en présence de la bourgmestre Françoise Mangouji. Au menu, l'examen du budget 2026 de la commune. Renette Kolonga et Ricardo Mambeka. 3 coups de marteau pour marquer l'ouverture de la 4e et dernière session ordinaire de l'année en cours au conseil communal de Dilala. Présidée par le premier des conseillers, cette session est essentiellement consacrée à l'examen du budget de la commune, a indiqué l'honorable Ludovic Carrage Poulain. En présence de la bourgmestre de la commune de Dilala, l'honorable ambassadrice de la paix, Françoise Mangouji Kouaha, le conseiller communal et les agents du conseil communal, le président de la première institution communale a fustigé la séquestration des comptes bancaires des KCC. Une situation qui met à mal l'aboutissement de nombreux projets initiés par Françoise Mangouji Kouaha. Cette session est consacrée à l'examen du budget de la commune de Dila, en s'ajustant au calendrier des votes du budget de la province, en vertu de l'article 70 alinéa 1er.4 du règlement intérieur du conseil communal de Dila. Cette séance plénière intervient juste après le retour des vacances parlementaires. Occasion pour le président d'inviter ses pairs à déposer les rapports des vacances. Tout en rendant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa diplomatie dans le cadre de la recherche de la paix à l'est de la RDC, Ludovic Carrage a loué l'appui de l'exécutif provincial sous la houlette de Masuka Saini dans le fonctionnement des conseillers communaux, mais aussi dans le plan de développement dans le Lualaba. Le quotidien des populations locales est un autre problème qui préoccupe les élus communaux de Dilala, au point de penser aux stratégies qu'il faut pour répondre aux multiples attentes de la base. Pendant plus de 30 jours, les élus communaux ne vont ménager aucun effort dans l'exercice de leur tâche constitutionnelle. À Kinshasa, le tourisme scolaire séduit de plus en plus les élèves, les enseignants et les parents. Depuis son lancement, l'initiative offre aux écoliers une véritable immersion culturelle au cœur de l'histoire congolaise. Au Musée national, les élèves du complexe scolaire Saint-Luc-Macampagne ont vécu une expérience à la fois éducative, citoyenne et culturelle. Rodépanda. En
Encadrés par leurs enseignants, ces élèves ont parcouru des salles d'exposition palpant les objets ancestraux, œuvres d'art et pièces emblématiques de l'évolution sociale, politique et culturelle de la RDC. Voir comment nos ancêtres ont bâti des histoires, nous aussi on peut récolter pour apprendre aux générations futures. J'ai vu les ancêtres, de ce qu'ils ont enduré. The life of Mobutu. Nous avons touché de près l'histoire. The picture of La vie du feu président Mobutu, l'héritage laissé par nos ancêtres. Pour les responsables de l'école, l'abbé Serge Mouya, l'objectif est clair, encourager une meilleure connaissance de l'héritage culturel national. Nous voudrions amener les enfants ici au Musée national pour savoir à fond notre histoire. On peut connaître l'histoire du monde, mais si on est coupé de son histoire propre, on est déconnecté. Raison pour laquelle nous amenions les enfants ici pour palper du doigt ce que nous avions appris en classe. Cette activité parascolaire s'inscrit dans la campagne du tourisme scolaire récemment lancée par la ville-province de Kinshasa visant à encourager les écoles à intégrer davantage les sorties pédagogiques dans leur programme. Les enfants découvrent aussi d'autres réalités qu'ils n'ont jamais vues dans leur vie. Mais c'est aussi une découverte pour certains enseignants. C'est vrai, ils dispensent le cours, ils ont la théorie, mais parfois l'aspect pratique manquait quelque part. Et en amenant les enseignants accompagnés de leurs enfants, il y a un plus qui s'ajoute. Le tourisme scolaire renforce donc l'identité culturelle de nos enfants. Fact-checking, votre rubrique pour rétablir la vérité sur la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Et bien ce soir, nous recevons Eric Abomba. Bonsoir Eric. Bonsoir Sandra Nianki. Une vidéo a circulé largement, a été relayée sur les réseaux sociaux, affirme que depuis le décès de Madame Elombe, ses élèves ne se présenteraient plus en classe. Après vérification, cette information est totalement fausse. Eric Abomba, dites-nous. Effectivement, Sandra, la vidéo, elle est fausse. Elle annonce, elle est publiée sur TikTok et elle prétend que les élèves de feu, Madame Bonnette et Lombe, ne viennent plus en classe depuis le décès de leur maîtresse. Ces allégations ont suscité de l'indignation des internautes. Dans les commentaires, certains n'ont pas caché leur colère face à cette vidéo qui a accumulé plus de 10 000 vues et a été partagée plus d'une centaine de fois. En réalité, ces allégations sont fausses et relèvent d'une fake news fondée sur des rumeurs. La rédaction est descendue sur place pour vérifier l'info. Il se dégage que les élèves de la classe 2e B de l'école primaire 7 Yolo Sud sont bel et bien présents et suivent normalement les cours dans un climat d'épée. Ils sont actuellement pris en charge par un enseignant provisoirement en attendant l'affectation officielle d'un remplaçant par les autorités compétentes. Eh bien, Sandra, la vidéo partagée est totalement fausse. Malheureusement, autre intox circulant ce soir, des faux messages faisant état de la mort de l'artiste musicien franco-congolais Dadju. Là encore, il s'agit d'une fake news. Effectivement, Sandra, c'est une vieille vidéo qui malheureusement rebondit encore de nouveau. Dans la vidéo interprétée par un inconnu, on annonce que l'artiste international franco-congolais Dadju serait mort dans un crash d'avion. Le célèbre chanteur frère de Maître Gims est vivant. Pour prouver qu'il est bel et bien en vie, dans ses différents comptes et pages sur réseaux sociaux, le prince Dadj ne cesse de publier ses différentes photos. Il y a quelques heures d'ailleurs, sur sa page Facebook, il a publié quelques photos avec sa famille. Donc, comme la précédente rumeur, celle-ci, elle est aussi infondée. Merci beaucoup Eric pour nous avoir donné plus d'informations sûres et certaines. Merci beaucoup Sandra. Une page noire avant de boucler complètement ce journal. Voici comment se présente le programme des obsèques de M. Piroge Tigana Kamanga Chilumba. Mercredi 26 novembre 2025, veillée mortuaire à la salle Vianova, située au numéro 4630, avenue de la Science, croisement avenue de la Science et Prince de Liège, commune de la Gombe à Kinshasa. 18h à 19h, mise en place de 20h à 21h, messe, 21h à 21h30, témoignage.
De 21h30 à 22h50, adoration avec le frère Michel Bakenda. 23h, musique folklorique, 0h. Rappel, annonce du programme et suite de l'adoration. Jeudi 27 novembre 2025, 8h50, arrivée à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. 9h10, mots de circonstance. 9h15, prédication. 9h45, biographie du défunt. Témoignage de la famille, des amis et proches. 10h30, dépôt des gerbes de fleurs. 10h45, mots de la famille. 10h50, prière de clôture. 11h, levée de la dépouille pour Nécropole 1. 14h30, bain de consolation dans la salle Via Nova. Ce communiqué tient lieu de faire part. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Kamina, dans le Lomami et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. Ce journal a été rédigé par Gauthier Kiessi, Diane Balaka et Edith Chala sous la direction d'Oscar Mbalkaïch, coordonné par Angèle Mabé-Alandou. Patrick Kachala, Ramadan Pouki l'ont réalisé. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvées à 23h. Jacques Méji, demain 7h. Serge Merlin matin. Moi, je vous reviens à 20h avec le même plaisir. Au revoir et à demain. Maître Kin, Bokessenia Lobby.